Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand nous propose un voyage à la Martinique cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous avions l'année passée été faire une émission sur place à la Guadeloupe et j'avais regretté à l'époque de n'avoir pas profité de ce long voyage pour faire un saut jusqu'à la Martinique. Eh bien nous allons essayer de nous rattraper cet après-midi en évoquant cette île magnifique de l'archipel des Petites Antilles. Nous allons parcourir ces paysages en compagnie d'un représentant à Paris du comité martiniquais du tourisme. Et avant cela, vous allez évoquer un épisode méconnu de l'histoire martiniquaise. Oui, je parlerai même plutôt d'un épisode martiniquais de l'histoire de France, puisqu'il s'agit du voyage en 1644 d'une petite fille appelée à devenir bien plus tard l'épouse de Louis XIV, Madame de Maintenon, qui à l'époque n'était encore que la petite Françoise d'Aubigné, et qui de retour des Antilles va prendre le surnom de Belle Indienne. Et vous avez invité Thibaut Dantonnet, auteur d'un roman historique, Le Baron de Belsol. Oui, un roman dont l'action se situe précisément à la Martinique au XVIIe siècle. Je me suis dit qu'il serait bien placé pour nous donner une idée de ce qu'était cette terre magnifique au temps de la régence d'Anne d'Autriche et même un peu plus tard. Voyez qu'aujourd'hui, nous voyageons doublement au cœur de l'histoire, dans le temps, ça c'est évident, mais aussi dans l'espace. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. À l'été 1644 à La Rochelle, une foule importante embarque à bord d'un navire marchand, l'Isabelle de la Tremblade. Je dis une foule importante, il y a 300 passagers, des hommes, des femmes de toutes conditions, de nations, de religions différentes. Bien que ceux que l'on appelle les réformés aient l'air d'être nettement plus nombreux que les autres à embarquer. Parmi eux, un homme de près de 60 ans, sa femme, leurs 3 enfants et 2 domestiques. Tous sont vêtus très modestement. Alors, parmi leurs bagages, un baril d'eau de vie de près de 23 litres. C'est que le voyage va être long, au moins 2 mois. Et sans doute que ce ne sera pas très facile. Le navire part pour une île colonisée par la France depuis quelques années seulement, la Guadeloupe. D'ailleurs, des hommes accompagnent toute cette petite foule parce que, évidemment, l'intention première, c'est d'aller établir là-bas une plantation. Les 3 enfants du couple sont 2 garçons, Constant qui a 16 ans et Charles qui a 10 ans, et puis une petite fille de 8 ans, Françoise. Françoise ne sait pas ce qui l'attend au-delà de l'océan. Françoise, vous l'aurez compris, et vous connaissez peut-être cette histoire au moins dans ses grandes lignes, c'est la future épouse morganatique du roi Louis XIV, celle qui pour l'instant n'a connu, disons-le, que la misère. Parce que Françoise d'Aubigné, future marquise de Maintenon, est née en prison en novembre 1635 à Niort. Je dis oui, elle est bien née dans une prison. Il faut vous dire que son père, Constant d'Aubigné, était à l'époque incarcéré. C'est un homme qui a un lourd passé, hein. Dès l'âge de 28 ans, il est condamné à mort pour complicité de rape de la fille d'un magistrat. Ce n'est que le début de toute une série de délits racontés par son père, le célèbre Agrippa d'Aubigné, ami d'Henri IV, poète et calviniste intransigeant. Vous savez qu'Agrippa a écrit des mémoires tout à fait passionnants. Ce misérable s'était d'abord adonné au jeu et à l'ivrognerie, à Sedan où je l'avais envoyé aux académies, sous-entendu protestantes, et s'étant ensuite dégoûté de l'étude, acheva de se perdre avec des filles de joie. Ensuite, revenu en France, il se maria sans mon consentement à une malheureuse qu'il a tuée depuis. Et c'est le père qui dit ça. La malheureuse en question, c'était une jolie veuve de La Rochelle, Anne Marchand. Constant d'Aubigné l'a assassinée ainsi que son amant, fils d'un avocat. Il les avait surpris en flagrant délit d'adultère et il les massacre littéralement. 30 coups de poignard pour lui et 7 pour elle. Une nouvelle fois protégé par son père, Constant d'Aubigné n'a pas tardé à refaire parler de lui. Il a accumulé les dettes de jeu, il a collectionné les séjours en prison, commis l'irréparable aux yeux de son père qui l'a toujours aidé. En fait, il lui fallait abjurer le protestantisme pour devenir catholique. Vous imaginez comme Agrippa d'Aubigné était heureux. Agrippa est ulcéré, il va qualifier son fils de destructeur du bien et de l'honneur de sa maison.
Constant d'Aubigné, par ailleurs, s'est remarié. Il s'est remarié cette fois avec une catholique, Jeanne de Cardillac. Elle avait 17 ans à l'époque. Et figurez-vous que c'est la fille du geôlier. C'est la fille du gouverneur de la forteresse de Château-Trompette à Bordeaux, où il était incarcéré. Jeanne a bien tenté de faire libérer son mari. Elle a même plaidé sa cause auprès du tout-puissant cardinal de Richelieu, mais ce dernier a refusé. « C'est vous rendre service que de vous ôter un tel mari », lui a-t-il dit. Et c'est donc à la prison de Niort, où son père est enfermé, que va naître la future Madame de Maintenon. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant. Jeanne de Cardillac n'arrive pas à faire vivre sa fille et ses 2 fils. Heureusement, la sœur aînée de Constant, qui lui est toujours emprisonné, va accepter d'héberger Françoise, ses frères et sa mère. Elle s'appelle Artémise de Villette, et cette Madame de Villette va jouer un rôle ensuite important dans la jeunesse de la future Madame de Maintenon. C'est une huguenote, n'est pas riche, mais elle accueille dans son château de Murset, près de Niort, qui est une imposante bâtisse médiévale avec 8 tours et 3 ponts-levis. Elle accueille la petite famille. Dans son célèbre roman, je devrais dire plutôt ouvrage d'histoire romancée, remarquable ouvrage, qui s'appelle L'Allée du Roi, Françoise Chalernagor nous dit « Tous, parents et enfants, étaient exacts à remplir les devoirs de leur religion. Huguenots farouches, ils lisaient la Bible en communauté soir et matin, chantaient les cantiques des protestants, assistaient aux prêches du temple de Niort tous les dimanches, et mon oncle faisait chaque jour à sa maisonnée une courte prédication à partir d'un psaume ou de quelques passages de l'Ancien Testament, et le genre d'éducation que reçoit Françoise. Les enfants sont à l'abri du besoin. La mère de Françoise se bat pour obtenir la libération de son mari. Toujours, elle va finir par y arriver au bout de 6 ans, aidée par la mort de Richelieu et la nomination d'un nouveau cardinal, Mazarin, qui lui accepte donc la remise en liberté. Mais lorsque toute la famille est enfin réunie, les retrouvailles de Françoise, qui déjà a 7 ans avec sa mère, sont très difficiles. Dans Madame de Maintenon, la reine secrète, André Castelot écrit « Jeanne se borne à déposer sur le front de sa fille 2 baisers secs, les seuls, semble-t-il, qu'elle trouvera le temps de lui donner. Les désillusions, les malheurs, les épreuves, les humiliations perpétuelles ont durci la douce et fraîche Jeanne de Cardillac et l'ont transformée en une femme aigrie dont l'unique préoccupation est de dispenser à Françoise les rudiments de catéchisme romain qui lui font défaut. » Seulement, le père de Françoise, Constant d'Aubigné, va donner un tout nouveau tour à la vie de la famille, puisqu'il décide de partir pour les Antilles. Il a quelques appuis, il espère même décrocher la place de gouverneur de Marie-Galante, à une époque où ça n'est pas grand-chose, bien entendu. Bref, le voilà donc parti avec sa petite famille à l'été 1644. Troisième caprice de Delalande, dirigé par Jean-François Paillard sur Europe 1. Franck, vous nous parlez de la jeunesse de Françoise d'Aubigné, la future Madame de Maintenon. En 1644, elle part avec ses parents et ses 2 frères pour la Guadeloupe. Alors j'ai 2 questions pour vous, Franck. Depuis quand la Guadeloupe est française et quelles sont les autres possessions françaises à l'époque? C'est tout cet archipel, vous savez, cet arc de cercle dans la mer là, des petites Antilles qui a subi une très récente colonisation à l'époque. Saint-Christophe a été conquise en 1625.
la Guadeloupe et la Martinique 10 ans plus tard, en 1635, et cette même année est créée la Compagnie des îles d'Amérique chargée de développer la colonisation des îles des Antilles. À l'époque, c'est un élément non négligeable du développement économique du royaume. À l'époque, ce sont les seules possessions françaises avec une partie du Canada qui est occupée à partir de 1534, qu'on appelle la Nouvelle-France, une colonie qui sert de comptoir commercial, donc les seules possessions au Nouveau Monde. Mais pour arriver aux Antilles, il faut d'abord traverser l'océan, bien entendu, c'est une traversée longue, difficile, 2 mois de traversée. Dans l'allée du roi, François Chandernagor nous dit « Le vaisseau était si bien rempli de marchandises de toutes sortes qu'à peine pouvait-on trouver une place pour se coucher tout au long entre les tonneaux de sel et les ballots de laine. » Françoise va subir cette traversée avec difficulté, elle tombe malade et il s'en faut également de peu pour que le vaisseau ne soit capturé par des corsaires, sans oublier je devrais d'ailleurs dire plutôt en l'occurrence par des pirates, puisque c'est un vaisseau qui néanmoins est bien armé sous l'égide du roi, sans oublier les tempêtes. Après plusieurs semaines de traversée, l'Isabelle de la Tremblade, c'est donc le nom du navire, arrive enfin à la Guadeloupe en août 1644. Françoise, ses 2 frères et ses parents vont pouvoir aller s'installer dans la petite île assez proche, à Marie-Galante. Françoise vit plusieurs mois à Marie-Galante. Il faut imaginer la vie qu'on peut mener à l'époque. La colonisation en est à ses balbutiements. La famille vit dans une maison de bois. Le père de Françoise est en train de créer une sorte de petite colonie et sur place, les cultures vivrières sont défrichées pour laisser place à de toute autre production. Le manioc, la patate, l'igname, la banane, les carottes, le tabac, l'indigo, bref, tout ce qui peut ensuite, une fois transformé et une fois transformé en marchandises, tout ce qui peut être revendu en Europe, bien sûr. Quelques mois seulement après leur arrivée, les Aubigné vont repartir pour la France. C'est Constant d'Aubigné qui a l'intention de venir solliciter le poste de gouverneur de l'île. Il obtient un poste de gouverneur, mais il ne revient pas à Marie-Galante. Et la mère de Françoise, Jeanne, tente de commander la petite colonie toute seule, puisque son mari fait défaut maintenant. Il est reparti, tout ça tourne au désastre. Les récoltes ne sont pas bonnes du tout. Elle n'arrive pas à s'en sortir avec le personnel. Il y a des problèmes d'esclaves en fuite, d'alcoolisme, elle subit toutes sortes d'attaques. Bref, Françoise, sa mère, et puis les 2 frères, finalement, vont partir pour la Martinique avec une vingtaine d'esclaves. Elles arrivent dans le village du Prêcheur, qui n'est pas loin de Saint-Pierre. Saint-Pierre, donc, à l'extrémité nord-ouest de l'île. Voilà ce que, dans le Baron de Belsol, dont nous allons parler dans un instant, Thibaut d'Anthonay nous dit de cette petite ville de Saint-Pierre. Elle s'alanguissait, dit-il, au pied d'un volcan qui barrait l'horizon de son ombre gigantesque. Un clocher carré dominait les toitures des maisons coloniales d'une hauteur inégale et dont l'échelonnement se voyait rythmé par des bouquets de palmiers surgis çà et là, comme pour rappeler aux voyageurs qu'ils se trouvaient sous les tropiques. Des rues déclives dont l'extrémité se muait en piste pour s'aller perdre dans la végétation exubérante qui couvrait les flancs du volcan semblaient courir, telles des rues asséchées, vers la jetée du port à la rencontre du visiteur, à l'intention duquel elle semait sous ses pieds des pavés inégaux. Sur la place, on peut dire que ça n'est pas très facile de vivre là-bas. La famille accumule les dettes, on essaie de s'en sortir comme on peut, mais le climat est très difficile à supporter pour la famille en général et pour cette petite fille, pour cette Françoise qui est particulièrement fragile et qui a du mal. Thibaut d'Anthonay, dans le Baron de Belsol, nous parle du climat. Les pluies continuelles s'étaient métamorphosées en ondées soudaines et abondantes, dit-il, gonflant en un instant les flaques d'eau, transformant les étroits canaux d'irrigation en ruisseaux au cours rapide, baignant de leur flux les hommes à hauteur de cheville, brusque montée des eaux qui paralysaient les travaux des champs jusqu'à leur jusant. C'est un monde qui, évidemment, pour nous peut aujourd'hui paraître paradisiaque à bien des égards, mais qui, pour ces gens, dans les circonstances de l'époque, n'était pas loin de ressembler à une sorte d'enfer, il faut bien le dire. Françoise est souvent fiévreuse, on continue néanmoins de l'instruire, vous savez, elle lit Plutarque, elle lit les évangiles, mais elle s'ennuie, et les seuls qui arrivent un petit peu à la distraire, ce sont ses gouvernantes.
Constant d'Aubigné va finir par donner de ses nouvelles. On pensait presque qu'il avait disparu, qu'il était mort. Il demande à son épouse et à ses 3 enfants de le rejoindre, cette fois sur l'île de Saint-Christophe. Ils vont donc habiter chez le gouverneur et au bout de quelques mois, Constant d'Aubigné, qui décidément a la bougeotte, ou qui en tout cas a l'intention de faire avancer ses affaires en Europe, repart de nouveau et le voilà qui de nouveau abandonne sa famille. C'est un nouveau séjour de 3 ans et qui va valoir à Françoise le surnom de Belle Indienne lorsqu'elle rentrera à Paris. Alors avec ses 2 frères, avec sa mère, ils estiment en effet que leurs misères ont assez duré et ils rentrent en métropole à l'été 1647. C'est un retour qui est encore pire que l'aller. Françoise de nouveau est malade. Elle va même jusqu'à perdre connaissance pendant la traversée. On la croit quasiment morte. Vous savez ce qu'on fait des morts à bord de ce genre de navire. On les jette bien entendu à la mer. Elle va se rétablir in extremis, cette petite Françoise. Une fois de plus, la famille se retrouve seule, démunie, avec un père absent que François ne connaît finalement presque pas. En fait, ce père, elle ne le reverra jamais parce qu'il est mort à Orange, après avoir eu le projet de partir pour la Turquie. Il avait carrément abandonné sa famille. Là, vous voyez à quel point. On peut dire que l'enfance de celle qui plus tard deviendra Madame de Maintenon n'est en quelque sorte qu'une suite d'épreuves. Cet après-midi, Franck Ferrand évoque le parcours extraordinaire de Madame de Maintenon. Au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et à son invité Thibaut Dantonnet sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Mais aussi, vous pouvez participer en appelant le standard d'Europe 1, le 39 21, 50 centimes la minute. À tout de suite. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, c'est le parcours hors du commun de Françoise d'Aubigné, la future Madame de Maintenon, que vous racontez, Franck. Alors, après avoir passé quelques années en Martinique, la petite Françoise rentre en France et le moins que l'on puisse dire, c'est que son enfance n'est pas des plus roses. Oui, en Martinique, à Saint-Christophe, à la Marie-Galante, enfin bref, dans ces Antilles françaises. Quand elle rentre, elle a 11 ans, ses 2 frères et sa mère ont peut-être un peu mieux résisté qu'elle à cette aventure terrible. Bref, tous les 4 errent désormais dans le Poitou. Ils vivent dans un réduit sans fenêtre, sans cheminée. Françoise, avec ses haillons, va pieds nus, dit-on, dans les rues de La Rochelle pour essayer de mendier. Vous imaginez, ça a été assez dur, bien sûr. Et néanmoins, Jeanne, sa mère, va bientôt devoir trouver une solution parce qu'elle ne peut plus élever ses 3 enfants. Elle-même part pour Paris tenter de retrouver son mari. Elle ne sait pas que son mari en fait est mort en Provence déjà à cette époque. Elle place son fils Charles comme page chez le gouverneur de Poitou. Constant est admis dans l'armée. Quant à Françoise, elle est confiée de nouveau à sa tante, Madame de Villette, vous savez, au château de Meurcey. Elle racontera plus tard, ma cousine et moi, qui étions à peu près du même âge, nous passions une partie du jour à garder les dindons de ma tante. On nous plaquait un masque sur notre nez, car on avait peur que nous nous halassions. Et c'est-à-dire que nous devenions un peu brunes, si vous voulez. Et on nous mettait au bras un petit panier où était notre déjeuner avec un petit livret des quatrains de Pibrac, dont on nous donnait quelques pages à apprendre par cœur, afin quand même que ce gardiennage de dindon ne soit pas tout à fait inutile. Une marraine sa marraine, la marraine de Françoise, c'est la baronne de Neuillan, qui est l'épouse du gouverneur de Niort, fervente catholique. Cette Madame de Neuillan n'apprécie pas tellement que sa filleule ait été confiée à des huguenots, d'autant qu'elle la croit orpheline. Elle obtient une lettre de cachet pour retirer l'adolescente de chez Madame de Villette, et c'est elle désormais qui va la garder. Alors, la marraine ne garde pas Françoise longtemps avec elle, elle la place au couvent des Ursulines de Niort. Il faut dire qu'elle a là-bas des connaissances, notamment elle connaît une sœur, la sœur Céleste. Je n'avais pas plus de grand plaisir que de me sacrifier pour son service.
Je n'avais pas de plus grand plaisir que de me sacrifier pour son service, écrira Françoise. J'étais fort avancé dans les exercices, de sorte que, dès qu'elle était sortie, je faisais lire, écrire, compter, l'orthographe et jouer toute la classe, et je me faisais un plaisir de faire tout son ouvrage sans qu'il me fallût d'autre récompense que celle de lui faire plaisir. Je passais des nuits entières à repasser le linge fin des pensionnaires afin qu'elles fussent toujours propres et fissent honneur à la maîtresse sans qu'elle en eût la peine. Mais cette sœur est bien la seule à l'apprécier, car Françoise, disons-le, est devenue une adolescente un peu difficile. Elle n'a plus rien à voir avec la petite fille enjouée qu'elle avait pu être dans ses toutes premières années. La mort de son frère aîné Constant, qui n'avait que 18 ans du reste, l'a beaucoup marquée. Toutes les épreuves qu'elle a traversées également. Son séjour aux Ursulines de Niort ne durera pas tellement, puisque Madame de Neuillan, qui refuse de payer le prix de la pension et affirme que pour le paiement, le couvent n'a qu'à s'adresser à Madame de Villette, qui par ailleurs n'a plus du tout la garde de Françoise depuis longtemps, Madame de Neuillan va donc la retirer de la pension. Plus exactement, ce sont les sœurs qui décident que, puisqu'elles ne sont pas payées, elles n'ont aucune raison de garder Françoise. La voilà donc qui se retrouve chez sa marraine. À l'automne 1650, celle-ci l'emmène avec elle à Paris. Elle la place cette fois aux Ursulines de la rue Saint-Jacques. Et là, c'est encore pire qu'à Niort. Françoise écrira à sa tante de Villette qu'elle regrette tant. « La vie est pire que la mort. Vous n'imaginez pas l'enfer que met cette maison soi-disant de Dieu et les rudoiements, duretés et façons cruelles de celle qu'on a fait gardienne de mon corps et de mon âme. » Pour s'en sortir, elle décide finalement d'abjurer le protestantisme et du coup, elle renouvelle solennellement les vœux de son baptême et reçoit la communion. Sa marraine se dit qu'il est temps de présenter cette orpheline au monde et bien qu'elle n'ait pas encore tous les atours qui vont faire bientôt son succès à Paris, elle n'en est pas moins une très belle jeune fille. Elle a sans doute gagné dans le climat lointain des Antilles une sorte d'apparence assez douce, assez particulière, qui vont bientôt faire des ravages à Paris. Madame de Neuillan emmène sa filleule chez Paul Scarron. Alors Paul Scarron, vous savez, c'est le poète, l'auteur de comédies qui reçoit la cour et la ville dans son appartement, qui est un homme complètement difforme, il faut le dire. Il est cul-de-jatte, il est effrayant, mais évidemment, il fond littéralement devant Françoise, qui est absolument, qui est tellement belle. Ils ont 25 ans d'écart, Alors lui est littéralement déformé par des rhumatismes qui maintenant attaquent ses vertèbres. Il faut l'imaginer tordu, paralysé, les genoux rentrés dans l'estomac, qui se déplace dans une espèce de fauteuil à roulettes. « Je suis un raccourci de la misère humaine », disait-il. Eh bien, voilà le beau mari qu'on destine ou plutôt à qui l'on destine Françoise. Elle qui est devenue si belle avec son grand visage ovale, ses yeux noirs vifs, brillants, ses beaux cheveux châtains. Il écrit d'ailleurs « Le feu qui brille dans ses yeux n'est pas un feu facile à peindre. Les vers ne sauraient exprimer ni les langueurs de son visage, ni cet air doux, modeste et sage qui, dans le temps qu'il fait aimer, ôte l'esprit et le courage. » Et oui, Françoise d'Aubigné va épouser le terrible Scarron en avril 1652, même si Anne d'Autriche dit d'elle qu'elle est le meuble le plus inutile de la maison de Paul Scarron. Françoise dira que son mariage a été gris. On peut dire qu'elle vient en tout cas de changer le monde et que pour elle c'est le tout début d'une espèce de carrière qui ne s'arrêtera plus maintenant et qui bientôt la conduira jusqu'à la cour de Versailles. Bonjour Thibaut d'Antonay, merci d'être avec nous. Bonjour Franck Ferrand. Nous allons revenir avec vous sur cette Martinique du grand siècle, évoquer ces débuts de la colonisation en Martinique à travers votre roman Le Baron de Belsol, publié chez Albin Michel. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous avons évoqué le parcours de Madame de Maintenon, qui a vécu notamment en Martinique. Et Franck, vous recevez le romancier et spécialiste de la littérature française du 19e siècle, Thibaut d'Antonay. Il est également l'auteur de l'ouvrage Le Baron de Belsol aux éditions Albin Michel. Pourquoi avez-vous situé l'action de ce roman dans la Martinique de l'époque, Thibaut d'Antonay ?
Dans le premier volet, parce qu'on ne peut pas parler de... Baron de Beausoleil. Voilà, on ne peut pas parler véritablement de première partie dans la mesure où les deux romans se lisent indépendamment l'un de l'autre. Mais il y a un lien de famille entre les deux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même un lien consubstantiel puisque c'est le même personnage. L'un sous le baron de Beausoleil et l'autre, lorsqu'il débarque en Martinique, il prend le nom de baron de Belsol parce que tout simplement c'est un proscrit. Il est poursuivi par les services secrets d'abord de Richelieu et ensuite qui se perpétue avec Mazarin. Et enfin, pour une raison aussi assez pratique, dirons-nous, d'abord, évidemment, outre la distance qu'il y a entre la Martinique et la métropole, il y a aussi le fait que l'on y parle français, et il est francophone. Alors ce baron de Belsol, puisque maintenant il s'appelle ainsi, arrive à la Martinique exactement à la même époque que Constant d'Aubigné, si je puis dire, un tout petit peu plus tard, enfin à peu près à la même époque, hein. Un tout petit peu plus tard, il s'en faut de quelques années. Et effectivement, il arrive à une période qui est charnière pour la Martinique, puisque d'une part, Fort Saint-Pierre, qui est quand même le premier comptoir, enfin, ou le premier pôle, on va dire, d'installation des Français, a failli disparaître quelques semaines de là. C'est-à-dire qu'il est Adrien de Belsol débarque en septembre 1652 et les événements que je relate ont eu lieu en août précédent. Et donc tous les Indiens Caraïbes, chose que l'on connaît peu, qui sont les premiers habitants de la Martinique, se sont ligués contre l'occupant blanc pour l'éradiquer et les Blancs et Fort Saint-Pierre sont sauvés in extremis par des Hollandais venus tenter de s'installer dans l'île. C'est devenu un bastion de résistance en fait. C'est la portion du territoire dévolue à ces colons est de plus en plus réduite et à la fin ça se passe vraiment, c'est une question de survie quasiment. Alors effectivement, ce sont surtout, des ouvrages, puisque d'ailleurs ça s'est appelé Fort Saint-Pierre et qu'ensuite on a gardé l'appellation de Fort de France. Ce sont des ouvrages fortifiés, d'abord des ouvrages en bois, puis ensuite en pierre. Mais les Français arrivent en pays hostile. Ce sont les envahisseurs et les Indiens, à juste titre, défendent leurs terres parce que au départ ils leur avaient ménagé un accueil tout à fait amical. Oui, il faut raconter peut-être le tout premier visiteur. C'est Christophe Colomb qui est le premier. Voilà, au Carbet. Il y a d'ailleurs, paraît-il, une plaque sur cette plage pour commémorer l'arrivée de Colomb, qui ne va pas séjourner d'ailleurs. Il va simplement faire ce que feront après lui tous les marins jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il va radouber, il va s'enquérir de provisions d'eau, et puis aussi réparer un certain nombre d'avaries de ses navires, et ensuite il va lever l'ancre pour ses nouvelles aventures. Le premier contact avec les populations locales a été tout à fait agréable, a priori. Agréable, accueillant, amical. Parce que, en grande partie, les Indiens avaient compris que les Blancs n'avaient aucune intention de s'installer chez eux. Là où les choses se gâtent, c'est lorsqu'ils se rendent compte que les séjours des Blancs deviennent de plus en plus prolongés et qu'enfin, ils sont en train de faire souche. Ils sont en train de faire souche. Exactement. Ça ne passe plus du tout, bien entendu. Et ça donne lieu d'ailleurs à des luttes permanentes entre les Indiens qui sont beaucoup plus nombreux au départ et les Blancs, et ensuite à une partition de l'île, tout le côté ouest étant dévolu aux Blancs et les Blancs, si vous voulez, réservant le côté est, avec évidemment les mauvaises terres, mais évidemment aussi des conditions climatiques plus difficiles que l'ouest de l'île. Comment le royaume gère-t-il l'affaire? Comment est-ce que l'État conçoit la colonisation des Antilles en général et celle de la Martinique tout particulièrement? Il s'agit d'un lieu, d'une colonie de peuplement. Il s'agit d'une colonie. Il s'agit de faire pièce sur place aux Espagnols, aux Anglais. Exactement. C'est une affaire qui est gérée de manière stratégique et dès le départ par Richelieu, qui désire avoir des points, si vous voulez, d'ancrage au propre comme au figuré, de la flotte française aux Antilles pour contrebalancer l'influence et des Espagnols, mais surtout à l'époque des Hollandais, car les Hollandais ont la flotte la plus puissante du monde à l'époque. Ça ne durera pas très longtemps, mais c'est un cas. Enfin, je veux dire, c'est le cas. Et Richelieu envisage donc, par le développement des colonies, de pouvoir également développer la flotte française. On crée la Compagnie des îles d'Amérique.
on crée la compagnie. Ça c'est 1635. Absolument, avec d'Esnambouc, Belin d'Esnambouc, Pierre Belin d'Esnambouc, si mes souvenirs sont bons, qui en prend la tête. Mais ce Belin d'Esnambouc ne va pas durer, si je puis dire, puisque je crois qu'à peine en 1635 prend-il la direction, qu'il meurt en 1636. Oui. Donc il va confier la suite, si je puis dire, des opérations à son neveu qui s'appelait Jacques Diel du Parquet. Diel du Parquet, que l'on retrouve dans mon roman, qui va effectivement officier en tant que gouverneur de la Martinique pour la Compagnie des îles d'Amérique, dans un premier temps, mais lorsque la Compagnie des îles d'Amérique fait faillite, lui est là pour racheter la Martinique, mais racheter un grand nombre d'îles avoisinantes. Oui. Ça a été quand même, pour les colons qui arrivaient, des conditions effroyables. Je le disais rapidement tout à l'heure dans le récit, mais on n'imagine pas les difficultés qu'ils ont eu à surmonter. La population locale qui, bien entendu, n'est plus du tout d'accord, mais aussi les conditions climatiques, mais aussi d'une façon générale, ces exploitations qu'on est en train de créer sur place, ces cultures de toutes sortes de marchandises, ces cultures sont difficiles à mettre en place, hein. Alors elles sont difficiles, tout est à faire. Tout est à faire. Il y a des terres marécageuses, donc qui dit marécage dit malaria, mais également dit le fer de lance, c'est-à-dire ce serpent qui est typique de la Martinique, qui est une espèce de vipère extrêmement venimeuse, mais également vous avez aussi des conditions climatiques, la chaleur est harassante, vous avez aussi la saison des pluies, bref, et enfin, même si les terres, puisque ce sont des terres volcaniques, même si les terres produisent, on est loin, si vous voulez, de l'opulence que l'île va connaître avec la canne à sucre. Ce que va bientôt produire cette terre, c'est la fameuse canne à sucre. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. La Martinique au temps de Louis XIV est à l'honneur et pour l'évoquer, Franck, vous êtes accompagné par le romancier Thibaut d'Anthonay. Oui, Thibaut d'Anthonay nous décrit bien sûr les paysages de cette Martinique du XVIIe siècle et notamment Fort Saint-Pierre, fondée par Desnambuc dont nous parlions tout à l'heure, qui est une sorte de petite ville de garnison. De nombreuses cases d'habitation s'y alignaient à intervalles réguliers, écrivez-vous, Thibaut d'Anthonay, aux parois faites de troncs de latanier entassés en rectangle, s'emboîtant par des encoches à leurs extrémités. On imagine très bien, on voit, ce sont vraiment des maisons élémentaires. Des feuilles de latanier attachées à des gaulettes formaient le toit, une petite fenêtre et une porte en bois plein constituant les seules ouvertures à travers lesquelles on apercevait le rougeoiement d'un foyer aux dimensions réduites en raison des risques d'incendie, des conditions de vie extrêmement précaires et d'autant plus encore une fois qu'il y a cette agression quasi permanente des populations locales qui ne se laissent pas faire, bien sûr. On essaie de faire venir aussi dans les premières exploitations, qui sont des exploitations de tabac, de coton et d'indigo essentiellement, déjà des esclaves qui arrivent d'Afrique, hein. C'est le début de ce qu'on va appeler la traite, on y vient dans un instant. Mais le problème, c'est que le tabac, par ailleurs, est déjà cultivé à Cuba et va l'être de plus en plus, que l'indigo, alors cultivé partout, le coton sur le continent, en Virginie, etc. Donc il y a une concurrence terrible et toutes ces productions sont de moins en moins rentables. D'où l'intervention de la canne à sucre. Alors, comment la canne à sucre a-t-elle débarqué à la Martinique, si je puis dire ? Alors débarquer, c'est vraiment le cas de le dire, par hasard, et c'est un phénomène qui va changer complètement le visage de la Martinique. Il y a une colonie de Juifs hollandais qui s'est installée au Pernambouc, ce qui est un état du Brésil, qui y a vécu et prospéré pendant une quarantaine d'années, et qui vient d'en être chassé, en 1652, par les Portugais. Parce qu'ils sont juifs, précisément. Parce qu'ils sont juifs et parce qu'ils étaient hollandais, et parce qu'ils étaient accessoirement. Accessoirement. Étant donné que évidemment toutes ces puissances maritimes se volent des comptoirs, se reprennent des comptoirs, bref, sont en constant, état de guerre. Donc ces Hollandais à la recherche d'une terre accueillante,
arrive à la Martinique et sollicite du gouverneur, qui est du parquet donc, de pouvoir s'y installer et de créer, de pouvoir acheter des concessions ou une grande concession pour pouvoir s'installer. Ce sont 3 vaisseaux et le gouverneur, en ce qui le concerne, étant donné que ce sont des Européens, il serait plutôt favorable, d'autant plus que c'est lui qui vend les terres et donc ce serait des bonnes affaires pour lui. Sauf, ce serait oublié qu'il y a les jésuites et le supérieur des jésuites de l'époque est extrêmement hostile aux juifs puisque c'est une religion qui évidemment est concurrente de la leur et il voit cette acclimatation ou cet accueil des juifs, d'autant qu'ils sont assez nombreux par rapport aux catholiques déjà sur place, il le voit d'un très mauvais œil. Donc du parquet tergiverse, tarde à donner sa réponse et conseille tout au moins aux Hollandais d'aller faire des repérages pour éventuellement lui signaler les arpents de concessions qui les intéresseraient. C'est ce qu'ils font. Ils partent durant quelques jours du côté de Fort-de-France et de ce qui deviendra la baie des Flamands, et non pas en raison des Flamands roses, mais en raison des Hollandais. Des Hollandais. Des Hollandais. Et ils reviennent, et le jour de leur retour, ils reviennent donc à Fort-Saint-Pierre pour préciser quel est leur choix. Et bien le jour de leur retour, ils aperçoivent à l'horizon des centaines de pirogues d'Indiens Caraïbes qui foncent, qui cinglent sur Fort-Saint-Pierre avec évidemment l'intention d'éradiquer la ville. Une véritable armada d'autochtones qui ont bien l'intention de liquider une bonne fois pour toutes cette présence européenne en Martinique. Et le fait d'autant plus rare que les Indiens Caraïbes se sont fédérés et ont recruté dans toutes les autres îles avoisinantes, ce qui n'est en tout cas de mémoire d'occidentale jamais arrivé. C'était sans précédent. Donc les Hollandais, apercevant cela à la longue vue, positionnent leurs vaisseaux en ligne face à la rade de Fort-Saint-Pierre, et là ils font entrer en jeu leurs canons. Et il y a l'artillerie qui va faire la différence. L'artillerie fait la différence, dans la mesure où par-dessus le marché, les Hollandais ont une excellente idée, ont une idée même de génie. Au lieu de tirer à boulet, ils tirent à mitraille. Et donc, ce sont des centaines de projectiles en une salve qui atteignent les assaillants qui sont... Tirer à mitraille, ça veut dire qu'on charge les bouches des canons de tout ce qu'on trouve. De tout ce qu'on trouve, des écrous, voilà, des pièces de monnaie, voire des pièces de monnaie, des clous, etc. Donc c'est absolument meurtrier. Horrible. Meurtrier. Et grâce à leur artillerie, eh bien, ils viennent à bout de ces plusieurs milliers d'Indiens qui, normalement, avaient commencé à incendier Fort-Saint-Pierre et massacrer une partie de la population. Et donc là, les Français vont bien être obligés d'être généreux, d'être reconnaissants. Exactement. C'est la reconnaissance, c'est l'expression de la reconnaissance de Duparquet qui leur octroie ces arpents de terre, ces concessions. Et alors, les Hollandais n'ont pas que cette action bénéfique pour la colonie. Ils apportent dans leur cale des plants de canne qu'ils ont transportés du Brésil, où ils les avaient cultivés avec la prospérité que l'on sait. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de canne à sucre du tout à la Martinique. Alors, il y avait eu des tentatives, oui, mais jamais les colons n'étaient parvenus, soit à cause de la qualité défectueuse des plants d'origine, soit parce qu'ils ne possédaient pas les rudiments ou même la technique de la culture. Quoi qu'il arrive, chaque acclimatation avait été vouée à l'échec. Alors, la canne à sucre, ça présente un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, c'est que c'est très rentable, parce qu'évidemment, le sucre reste une des denrées les plus prisées. Et ce merveilleux sucre de canne qui va revenir ensuite en Europe dans les cales bondées des grands navires va faire la fortune d'un certain nombre d'armateurs. Mais l'inconvénient, et ça n'est pas un mince inconvénient, c'est que c'est une culture qui demande énormément de main-d'œuvre. Voilà, c'est là où c'est le deuxième point, si vous voulez, de transformation radicale de la Martinique. C'est-à-dire qu'avant l'apparition de la canne, il y a effectivement des esclaves, mais en assez petit nombre, et l'essentiel de la population de la Martinique est blanche. Enfin, la population coloniale. Coloniale, bien sûr. Et à partir de 1650, entre 1650 et 1660, concomitamment à l'introduction de la canne, les importations... Et donc on va faire venir des esclaves, des esclaves qui vont décupler, voire centupler, et ça aura d'autre part
une influence sur les prix, puisqu'au départ, un esclave valait quand même relativement cher, et qu'ensuite, les esclaves deviennent, plus ils sont nombreux, moins ils deviennent chers. De nouveau, le pouvoir royal se mêle de l'affaire. Ça va être le fameux code de Colbert, là, le fameux code noir, un peu plus tard. Voilà, c'est dans les années 1680, le code noir. Oui, c'est ça. Parce que on se rend compte que les maîtres blancs sont, si vous voulez, dans la mesure où il n'y a pas de codification, ce sont des règles, ce sont des usages. On va dire, c'est une espèce... C'est ce que nous avions vu lorsque nous étions allés à la Guadeloupe et que nous avions visité ce Memorial Act qui est célèbre, enfin qui explique le phénomène de l'esclavage. Le code noir qui pour nous apparaît comme une horreur absolue, c'était paradoxalement pour l'époque un progrès. C'est-à-dire qu'il s'agissait de créer des règles qui jusqu'alors n'existaient pas en fait dans les plantations. C'était, en tout cas, l'un de ses effets, c'était effectivement d'adoucir la rigueur. Ce qui est très relatif. Oui, voilà, c'est très relatif, évidemment. Mais c'était parce que les propriétaires blancs faisaient n'importe quoi. Ils étaient capables, pour une faute, pour un nom, de couper des langues, de couper des oreilles, comment dire, ils n'estropiaient pas trop, parce qu'évidemment, un esclave estropié n'était plus un esclave, pour le travail. Mais en tout cas, ils avaient des sévices, il y avait des punitions corporelles. Enfin, c'était abominable. Ils avaient le droit de vie ou de mort sur leurs esclaves. Et donc, ce que voyant, et compte tenu effectivement des horreurs rapportées par certains voyageurs de retour en métropole, les autorités françaises se sont émues de ce phénomène et ont été obligées de légiférer. Mais alors le baron de Belsol, là-dedans, c'est ce que nous voyons dans un instant. Il faut que vous nous parliez un peu de lui. Les amants magnifiques de Lully par les musiciens du Louvre sur Europe 1. Et nous sommes toujours en compagnie du spécialiste de la littérature française au 19e siècle, Thibaut Dantonnet, pour raconter la Martinique au temps de Louis XIV avec vous, Franck Ferrand. Et oui, devenu par la grâce d'un roman spécialiste de cette Martinique du XVIIe siècle. Quelles sont les sources dont on dispose d'ailleurs pour étudier l'île de la Martinique à cette époque-là ? Il y a maintenant divers ouvrages qui ont été publiés par des historiens assez chevronnés, et notamment des Arawaks, l'histoire de la Martinique, des Indiens Arawaks jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Donc vous avez de nombreuses sources maintenant. Le livre d'Armand Nicolas, par exemple. Les îles de Raphaël Barquiceau. Oui, qui est extrêmement bien documenté, qui est un ouvrage qui a été publié dans les années 20 et qui s'est intéressé à divers aspects comme l'ethnologie, mais aussi comme les costumes, comme les matériaux employés par les premiers Indiens, puis ensuite les colons. Donc c'est très complet et vous avez des sources de documents assez riches. Et j'imagine que vous êtes allé là-bas, sur place, bien sûr. J'y suis allé il y a fort longtemps. Oui. Il y a fort longtemps, mais j'ai surtout voyagé. J'ai aussi voyagé dans les livres. Oui. C'est vrai qu'après tout, c'est une manière pour un historien comme une autre de voyager. Vous ne voyagez pas que dans les livres, François Joc. Merci d'être avec nous. Vous êtes du comité martiniquais du tourisme à Paris. Vous connaissez évidemment mieux que quiconque cet endroit merveilleux. Est-ce que cette période extrêmement dure de la première colonisation et des premières exploitations de canne à sucre fait partie de la mémoire vive de la Martinique aujourd'hui ? Bien sûr, tout à fait. La Martinique est une terre vraiment où l'histoire a marqué les différentes étapes et où le peuple, malgré les difficultés, reste
enjoué, pétillant et heureux de voir de l'avant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un oncle martiniquais, donc je vais pas vous dire, il était merveilleux et effectivement très pétillant. Et à travers les villes de l'île, on peut effectivement découvrir plusieurs vestiges de cette histoire riche et très diversifiée. Oui. C'est une histoire qui est encore assez prégnante d'une certaine manière. Est-ce qu'on connaît l'emplacement des anciennes grandes exploitations? Est-ce que ces plantations ont conservé en quelque sorte une présence, hein? Elles ont conservé une présence et ces plantations, en ce qui concerne la canne à sucre, existent toujours. Effectivement, les grandes marques de rhum sont des plantations qui existent depuis des milliers d'années. Oui, bien sûr, elles sont les héritières lointaines de tout cela. Alors, nous avons bien compris comment tout ça s'organise, c'est-à-dire au départ une population autochtone, ces Indiens caraïbes qui sont peu à peu chassés par les différentes vagues de colons européens, des Hollandais, des Anglais, des Espagnols, des Français bien entendu, éradiqués petit à petit, et puis on fait venir, parce qu'on a besoin de main d'œuvre dans les plantations, on fait venir donc des esclaves qui eux arrivent d'Afrique et qui vont se multiplier pendant jusqu'au milieu du XVIIIe siècle à peu près, et même au-delà, avec l'installation bien sûr de familles et de lignées de planteurs et de gens qui sont les nouveaux seigneurs locaux en quelque sorte, avec des lignées qui s'établissent. Absolument, ce qu'on a appelé les béquets, et qui deviennent, et si vous voulez, ils prennent en fait la place que les aristocrates occupent en métropole. Si vous voulez, les aristocrates locaux, entre guillemets, ce sont les planteurs, ce sont les habitants, comme on les appelait, avec un grand H, puisque ce sont les seigneurs des habitations, et leur prospérité participe évidemment à celle de l'île. Et ce sont eux qui tiennent le haut du pavé là-bas. Comme souvent dans ces colonies difficiles, inhospitalières a priori, ceux qui partent ne sont pas la fine fleur de la société. On a vu le cas de Constant d'Aubigné qui quand même, de l'aveu même de son père, le célèbre Agrippa d'Aubigné, est un véritable vaurien qui a même tué des gens, qui a passé son temps en prison, etc. Et qui, sitôt libéré de prison, ne trouve rien de mieux à faire que d'entraîner sa famille là-bas aux Petites Antilles. D'ailleurs pas directement à la Martinique en l'occurrence, mais c'était un moyen de chercher fortune et de se refaire une virginité d'une certaine manière. Alors certainement, pour une part, et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'armée, via ce qu'on appelait des sergents-recruteurs, si vous voulez, était chargée, lorsque on se rendait compte qu'il n'y avait pas assez de blancs pour coloniser les îles, était chargée d'aller écumer les bas-fonds portuaires notamment, et pour ramasser tout ce qui se traînait. Alors c'était des alcooliques, comme des bagnards en rupture de banc, comme des prostituées, et embarquaient tout ce beau monde de force. Et donc c'était une des principales sources de recrutement, si vous voulez, pour le peuplement des îles. Donc il y avait beaucoup d'aventuriers, il y avait aussi des gentilshommes ruinés, si vous voulez, qui aussi allaient quérir fortune dans ces endroits, et qui véritablement étaient un peu trompés et assez déroutés, parce que évidemment les sergents-recruteurs leur vantaient les qualités d'accueil et paradisiaques de ces endroits, et lorsqu'ils arrivaient sur place, il déchantait. Oui, c'était même une chute brutale par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. On disait de la terre pour tout le monde, un soleil extraordinaire, une terre très riche, et puis finalement, on arrivait dans une sorte d'enfer, il faut bien dire. Absolument. Ouais. Votre héros, Belsol, comment le classeriez-vous parmi tous ces aventuriers, si je puis dire ? Eh bien justement, je dirais que c'est un aventurier venu quérir, comme l'on disait à l'époque, c'était venu chercher à la fois la paix, c'est-à-dire il veut se soustraire aux poursuites lancées contre lui par les services secrets de Richelieu, puis plus tard de Mazarin, et il veut donc trouver l'anonymat et changer de vie. Étant donné jusqu'à présent, il a toujours lutté pour sa sécurité, il a toujours lutté aussi pour venger ses parents. Là, il veut vivre pour lui-même et commencer une nouvelle vie. Et finalement, l'occasion faisant le larron, il lit
connaissance avec ces juifs hollandais venus s'installer en Martinique et lesquels lui proposent de l'associer à leur exploitation de la canne. Et c'est à ce moment-là qu'il opte pour cette culture qui va devenir extrêmement rentable, alors que il devient assez opulent là où tous les autres planteurs précédemment ont échoué. Avec quand même quelques surprises sur son chemin, il faut le dire. On ne peut pas tout raconter. Ça reste un roman. Il faut que nos auditeurs découvrent par eux-mêmes les aventures. Mais quand un nouveau venu fait fortune rapidement, là où les autres ont échoué, cela suscite évidemment des jalousies. Donc il y a les planteurs qui lui sont hostiles. Mais par-dessus le marché, il ne faut jamais oublier que il y a des flibustiers et des pirates. Que les pirates, d'ailleurs blancs, sont en partie à l'origine de la création et de la colonisation de la Martinique et des Antilles. Oui, bien sûr. Ils font partie, eux, pour le coup, de l'histoire des Antilles. Ils font partie de l'histoire des Antilles. Et donc, mon baron de Belsol est en lutte aussi avec ces pirates, puisqu'il prélève une espèce de dîme sur les cargaisons. Et il est en lutte également contre l'ordre établi, puisqu'il répugne à employer des esclaves. Lui, c'est un humaniste. Et c'est un homme qui ne veut pas faire exploiter l'homme, fût-il noir, pour son propre compte. Votre roman Le Baron de Belsol, Thibaut d'Anthonay, est publié donc chez Albin Michel. Voilà de quoi passer pour tous ceux qui vont en vacances. Là, c'est un bon accompagnement. Je trouve que c'est assez agréable, tout ça. Il fallait à l'époque combien de jours pour traverser, pour aller là-bas? Il fallait 3 mois. Presque. 2 à 3 mois, ça dépendait. Oui, ça dépendait des vents. Il faut combien aujourd'hui d'heures de vol? Le voyage est beaucoup plus agréable. Maintenant que 8 heures d'avion suffisent pour se rendre en Martinique. Voilà, et en plus, ce sont 8 heures de bonheur, parce qu'on sait ce qui nous attend là-bas. Ah, nous dit Sandra, chère Martinique, un véritable coin de paradis, la presqu'île de la Caravelle. Elle se rappelle ses propres souvenirs, visiblement sauvage, paisible, mais que de doux souvenirs. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Après avoir voyagé en Martinique au temps de Louis XIV, nous baladons jusqu'à 15h30 dans cette magnifique île aux fleurs et à notre époque avec votre invité Franck, le représentant à Paris du comité martiniquais du tourisme François Joc. Et si d'ailleurs vous habitez ou alors avez séjourné en Martinique, vous pouvez nous envoyer vos photos et même vos conseils de visite sur la page Facebook Au cœur de l'histoire, sur Twitter avec le hashtag ACDH, et vous pouvez également appeler le standard d'Europe 1, le 39 21, 50 centimes la minute. Oui, François Joc, nombreuses sont les îles des Antilles qui ont reçu des noms tout à fait européens et même des noms catholiques. C'était Christophe Colomb. Martinique, c'est lié au véritable nom ancestral de l'île, Madidina en fait. Madidina, exactement. Le nom de la Martinique a évolué avec le temps et on appelle aussi la Martinique de différentes manières. On l'appelle l'île aux fleurs pour sa variété d'orchidées. Oui. Plus de 80 espèces d'orchidées en Martinique. Un paradis pour les amoureux des orchidées. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et on l'appelle aussi l'île de l'été éternel pour son climat tropical qui permet de s'y rendre toute l'année avec une température moyenne de 28 degrés. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus favorables que d'autres? Est-ce qu'il faut aller plus tôt à un moment qu'à un autre à la Martinique? C'est vrai qu'il y a on appelle une saison sèche, une saison des pluies. Mais vous pouvez vraiment y aller toute l'année, c'est-à-dire que pendant la saison des pluies... Les pluies, ce sont quand même des pluies drues, oui, il faut dire. Oui, mais qui sont épisodiques, c'est-à-dire que... qui sont chaudes. Oui, elles sont chaudes donc agréables, et elles durent en général que quelques minutes. Alors quand on arrive à la Martinique, on n'est pas écrasé par une chape de chaleur comme ça pourrait être le cas dans un certain nombre d'autres régions tropicales. Il y a plutôt une douceur qui se fait sentir. Déjà, l'avantage, c'est qu'on arrive le soir. Donc tous les vols, 4 compagnies desservent la Martinique. Tous les vols arrivent le soir à Fort-de-France, à l'aéroport Aimé Césaire, et vous êtes déjà dans un dépaysement complet. Vous avez cette douceur effectivement au niveau du temps et aussi le bruit des grillons. Vous êtes déjà vraiment dans l'évasion. Nous étions à la Guadeloupe, donc l'île sœur, si je puis dire, sœur amie, sœur ennemie, ça dépend des jours. Et ce qu'on entend, c'est les grenouilles là-bas. Ils font un bruit absolument phénoménal. Mais les grillons, c'est plus doux, je trouve. C'est plus chantant. Exactement. Alors la Martinique, évidemment, a été longtemps axée autour de sa grande ville de Saint-Pierre.
Et nous avons eu l'occasion de le raconter un certain nombre de fois ici même. Il y a eu cette catastrophe terrible du début du XXe siècle, l'éruption de la montagne Pelée, qui a littéralement ravagé la ville de Saint-Pierre. Tout à fait. Saint-Pierre était considéré comme le petit Paris de la Caraïbe à l'époque. Donc, bien sûr, on n'y vivait pas comme à Paris, mais il y avait une qualité, un art de vivre à la créole qu'on ne retrouvait dans aucune autre île de la Caraïbe. Tout le monde s'y retrouvait et il y avait vraiment des espaces de culture avec le théâtre qu'on peut encore visiter à l'heure actuelle. On peut visiter les ruines du théâtre. Tout ça est dans le parc naturel régional. C'est toute la partie nord de l'île, on va dire, nord-ouest. Oui. Le nord est beaucoup plus rural, beaucoup plus traditionnel par rapport au sud, un peu plus aride avec ces belles plages de sable blanc qui contrastent avec le nord et ces plages de sable noir grâce au volcan. Et puis tout à fait à l'ouest, à l'est, nord-est, la fameuse presqu'île de la Caravelle dont nous parlait notre auditrice tout à l'heure, qui est un lieu tout particulièrement préservé, il faut dire. C'est un joyau, la presqu'île. Ouais. On a beaucoup d'espèces endémiques en termes de végétation sur cette presqu'île, et c'est l'occasion de faire 2 beaux circuits de randonnée, un circuit d'1h30 et un autre de 4 heures. Et il faut savoir qu'en Martinique, nous avons 250 km de pistes de randonnée. 250 km. Tout à fait. Donc on peut rester très longtemps en vacances sans jamais repasser 2 fois au même endroit. C'est là tout le charme de la Martinique. Sur une petite île, vous avez une diversité des paysages qui vont de la pointe sud avec la table des pétrifications, où vous avez un désert aride, de la falaise, des cactus, et tout au nord, la végétation luxuriante avec le volcan notamment. Alors, la capitale, c'est donc Fort-de-France. Ouais. C'est là qu'on arrive avec l'avion, enfin, à immédiate proximité. Que faut-il visiter à Fort-de-France ? Ce qui frappe peut-être le visiteur d'abord, c'est le fort. C'est Fort Saint-Louis. Hein. Exactement. Fort-de-France, c'est vraiment le poumon de l'île. C'est le cœur de la ville, le cœur de l'île. Le fort est vraiment un lieu exceptionnel. C'est un bâtiment classé, un bâtiment qui a été conçu par l'ingénieur Vauban et qui est maintenant accessible à la visite depuis 3 ans. Une fois le fort visité, on peut se promener vers le Malécon, le bord de mer. Le Malécon, c'est une espèce de digue en fait. Hein, c'est ça, c'est tout le bord, c'est la promenade en fait. C'est une croisette, une promenade. C'est le terme qu'on retrouve dans toutes les îles de la Caraïbe, Malécon. Et ce Malécon vous amène vers la savane, vers aussi la bibliothèque Schellcher, également bâtiment classé, qui conserve en fait toute la littérature martiniquaise. Qui porte le nom du célèbre Victor Schellcher, qui est à l'origine de la deuxième abolition de l'esclavage, bien sûr. Hein. Pourquoi elle porte le nom de Victor Schellcher ? Parce qu'il a donné énormément de livres, il a donné toute sa bibliothèque à cette organisation pour pouvoir faire en sorte que le patrimoine martiniquais soit préservé et accessible à tous. En fait, cette bibliothèque, elle est le fruit d'un ancien pavillon de l'exposition universelle de 55, qui a été démonté puis remonté Exactement. À la Martinique. Elle a été conçue par Pierre-Henri Pic, qui travaillait à l'époque avec Eiffel. Et il a conçu cette bibliothèque avec des matériaux et des techniques qui permettaient justement à cet édifice de résister au climat tropical. Aujourd'hui, ça reste un des joyaux et c'est le bâtiment le plus visité en Martinique. Elle s'accorde assez bien au style de la cathédrale d'ailleurs. Oui, enfin de la cathédrale Saint-Louis, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on ne peut pas aller, évidemment, à Fort-de-France sans s'immerger littéralement dans le grand marché. Oui. Ça, c'est l'endroit divin. Rien que d'en parler, vous avez un grand sourire, mais c'est vrai que c'est une merveille. C'est le lieu le plus authentique. Même les Martiniquais ont toujours plaisir à aller dans ce marché. Et effectivement, vous allez retrouver toutes les saveurs et toutes les odeurs de la Martinique. Il faut savoir que notre mélange culturel riche par la présence africaine, qui a également le savoir-faire français et les épices des Indes, ont apporté à notre cuisine quelque chose de singulier qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et au grand marché, vous retrouvez fruits, légumes, toujours de saison. La plupart des fruits et légumes sont sans pesticides, ils sont totalement bio. Et vous retrouverez également l'artisanat, les fleurs tropicales. Et si vous voulez vraiment vous prendre le temps de déguster la cuisine martiniquaise, vous avez dans le marché ce qu'on appelle des petits lolos, des petits restaurants à la cuisine familiale, authentique et conviviale, où vous serez reçus comme chez des amis. Ouais,
Il y a une espèce d'accueil extraordinaire dans cette île et d'une façon plus générale aux Antilles, bien sûr. Les fruits tropicaux ont un goût qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je pense aux bananes notamment, avec toutes sortes de variétés. Parce que nous disons les bananes ici, mais évidemment, à la Martinique, il y en a combien de variétés, hein, Énormément de variétés. Malheureusement, c'est vrai que dans l'Hexagone, on retrouve surtout la Cavendish, mais vous avez énormément de bananes en Martinique. Il y a d'ailleurs une fête de la banane qui se trouve à Sainte-Marie, au musée de la banane, qui permet chaque année de faire découvrir aux visiteurs, aux locaux, la culture de la banane qui est très importante après la canne à sucre. Et dans cet espace, le musée de la banane, vous avez également des petits restaurants qui vous permettent de déguster des plats entièrement à base de bananes. De bananes ou de fruits divers. Que l'on cuisine l'ananas aussi, également, bien sûr. Et le ramboutan, qu'est-ce que c'est le ramboutan? C'est un ancien fruit, c'est-à-dire qu'on a eu des fruits qui ont un petit peu disparu, mais les Martiniquais se réapproprient leur culture, leur histoire, et le ramboutan maintenant est un fruit nouveau, comme on a ici dans l'Hexagone des légumes oubliés. C'est un fruit oublié qu'on se réapproprie, et on a aussi ce phénomène sur les plantes médicinales. Oui, bien sûr. Oui, on se soigne de moins en moins avec les médicaments, on apprécie les plantes. Ça, c'est un mouvement mondial, mais évidemment, lorsqu'on a la chance d'être au tropique, c'est plus facile d'une certaine manière. Exactement, on s'aperçoit qu'on a toute la pharmacopée martiniquaise qui peuvent nous venir en aide pour tous les maux. D'ailleurs, l'une des plantes s'appelle Atumo, puisqu'elle permet de guérir de toutes sortes de maladies. Et puis, il y a ce mélange d'épices, alors qui est d'origine indienne, mais qui fait la saveur de tant de plats antillais, c'est le colombo, bien entendu. Le colombo, le plat authentique, oui. Merveilleux mélange d'épices diverses. Il y a des épices qui sont d'origine martiniquaise. Oui. Vous retrouvez le curcuma, c'est une épice typique un petit peu en Martinique, et aussi également le roucou. C'est une épice utilisée par les Indiens qui vient d'une plante, la plante du roucou, qui est aussi utilisée pour le bronzage. Ah oui? Tout à fait, exactement, oui. Plongé dans de l'huile, en fait, l'huile prend cette couleur un petit peu rouge et vous pouvez l'appliquer sur la peau, et ensuite ça fera bronzer votre peau encore plus vite. Formidable. Petit conseil pour les vacances. Ouvrez grand les narines et humez toutes ces épices et ces odeurs de vacances. Europe 1, au cœur de l'histoire. Carrefour. Europe 1, au cœur de l'histoire. Histoire. Franck Ferrand. Un extrait de Fort-de-France, c'était Philippe Laville sur Europe 1, Fort-de-France, pour illustrer notre balade du jour. Franck, une balade en Martinique avec votre invité François Joc. Oui, et nous n'allons pas quitter Fort-de-France sans évoquer le poète local, qui est le grand poète antillais d'une façon générale, qui est devenu une sorte d'immense figure aujourd'hui. C'est Aimé Césaire, bien entendu, hein. Je dirais même le poète de la négritude, puisqu'effectivement son courant de pensée... Un des poètes, mais le grand poète. Exactement. Aux côtés de Léopold Sédar Senghor. On peut visiter d'ailleurs le bureau d'Aimé Césaire, qui se trouve dans l'ancien hôtel de ville, dans l'ancienne mairie de Fort-de-France, qui est maintenant le théâtre municipal de la ville.
Partir, mon cœur bruissait de générosités emphatiques. Partir, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien, et je dirai à ce pays, dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré, et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien, et je lui dirai, embrassez-moi sans crainte, et si je ne sais que parler, c'est pour vous dire que je parlerai, et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Toujours ce mélange d'extrême luminosité, de bonheur brut, et en même temps de dureté, de désespoir et de souffrance chez Aimé Césaire. Un mélange des deux. Tout à fait. Il était le témoin de la résilience et c'est vrai que l'histoire de la Martinique était tellement riche, comme on a pu le découvrir cet après-midi, qu'elle marque la population, et Aimé Césaire a su tirer avantage de cela pour avancer et tirer son peuple de l'avant. Alors, si nous Fort-de-France et que nous partons par le nord, on prend la route qui longe la côte nord Caraïbe, donc c'est une. Vous connaissez bien la Martinique? Non, j'ai surtout une très bonne préparatrice qui s'appelle Lorena Martin. Deux circuits. Moi, j'aime beaucoup également la route de la Trace, et c'était une route à travers la forêt tropicale qui vous permet de découvrir toute la végétation de la forêt, et on peut s'arrêter au jardin de Balata qui est l'un des meilleurs jardins pour une balade en famille, et aussi passer par le Sacré-Cœur de Balata, une miniature du Sacré-Cœur de Montmartre. Ah oui? Oui, vraiment proportion gardée, semblable au Sacré-Cœur de Montmartre. Ou alors, effectivement, passer par la côte, en passant par différents villages de pêcheurs, comme Casse-Pilote, Bellefontaine ou le Carbet. Petit conseil d'ailleurs, si vous allez au Carbet, les glaces de Zouk à Glace sont excellentes, forcément à déguster. Et il y a aussi 2-3 restaurants, comme chez les pêcheurs, pour la pêche du jour, ou encore Petit Bonhomme, pour déguster toujours les pieds dans le sable, un repas excellent comme du thazard grillé, ou des plats vraiment typiques, et d'autres pour plus revisiter, comme un burger de poisson frais. Moi, j'ai sous les yeux la carte. Alors, je vois que tout ça, c'est la Nationale 2, en l'occurrence. Oui, c'est bien ça. C'est bien celle-là. Donc, effectivement, quand on a franchi Bellefontaine et le Carbet, en ayant dégusté la glace et tout le reste, on arrive à Saint-Pierre. Alors, il reste des choses à Saint-Pierre quand même. On est au pied de la montagne Pelée, là, vraiment. Ça reste une ville chargée d'histoire. C'est vraiment, l'éruption de 1902 a détruit la ville entièrement. Il n'y a eu que 2 survivants, dont l'un très connu, Siparis, un prisonnier qui fut sauvé grâce à l'épaisseur des murs de sa prison. Son cachot est d'ailleurs un des lieux à visiter au sein de Saint-Pierre, comme les ruines de l'ancien théâtre, mais aussi la maison de la Bourse, place Bertin, qui a été entièrement restaurée, et ça permet de découvrir la grandeur du Saint-Pierre de l'époque. Et le volcan lui-même, il se visite, cette montagne Pelée? On peut effectivement faire une randonnée, c'est même un petit peu plus de l'escalade, je dirais, sur la montagne Pelée. 1397 mètres d'altitude. Il faut être un petit peu averti, mais c'est une belle randonnée à faire, effectivement. Oui. Alors après, juste au-dessus, vous avez le village du Prêcheur dont on parlait, parce qu'il a joué un rôle très important dans la première colonisation, justement, qui reste aujourd'hui un des endroits, comment est-ce qu'on pourrait dire, authentiques de l'île, avec c'est là qu'il y a les plages de sable noir. Exactement. Voilà. Exactement. Au Prêcheur, on retrouve les belles plages de Lanceron et de Lance-Couleuvre. D'ailleurs, on a également une sucrerie, on parlait tout à l'heure du sucre, l'habitation Céron, qui a été également restaurée, qui est actuellement habitée et qui permet de proposer un espace de rencontre pour un déjeuner. On retrouve aussi sur cette habitation Céron le zamana. Le zamana, c'est un arbre qui a été élu l'année dernière le plus bel arbre de France par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts. Donc ça vaut la peine, pas seulement pour le selfie, ça vaut la peine pour méditer devant et pour l'admirer en lui-même. Vous parliez d'un phénomène naturel que j'ignorais à l'instant, Thibaut Dantonnet, pendant la chanson. Là. Oui, qui est assez typique de la Martinique. On les appelle les tombolos. C'est-à-dire, c'est un peu le même phénomène que au Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire qu'à certaines périodes de l'année, entre la Martinique et des îlets, vous avez une bande de sable qui apparaît, comme si la marée l'eau se retirait de part et d'autre, et vous pouvez accéder à ces îlets à pied sec, alors, à pied sec. C'est formidable, ça.
Et c'est combien de fois par an ce phénomène extraordinaire? De novembre à mars. Ah oui. Oui, donc il faut vraiment y aller à la bonne période. C'est presque fini là pour cette année. Il reste encore quelques semaines. Le tombolo. Le tombolo. Qui se trouve à Sainte-Marie. Alors, pour poursuivre notre route, on va aller dans l'extrême nord de l'île, à Grand-Rivière. Oui. Ça, c'est un village de pêcheurs. Vous nous en parlez si vous voulez. Exactement. Dans un instant, François Joc. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous nous baladons dans une sublime île cet après-midi, une île aux fleurs, la Martinique. Et pour en parler, Franck, vous êtes accompagné par le représentant à Paris du comité martiniquais du tourisme, François Joc. Oui, et qui nous parlait aussi de la ville de l'été éternel, de l'île de l'été éternel, c'est ça, de l'éternel été? De l'été éternel. De l'été éternel. Eh bien, c'est Christophe Dard qui est également en régie. Il y a du monde dans cette émission, vous voyez, qui nous signale qu'il fait 28 degrés cet après-midi à Fort-de-France et bien sûr, soleil. A-t-on même besoin de préciser? Alors, si on va tout à fait au nord, donc, on arrive à Grand-Rivière, si ma carte est juste. C'est bien cela. On quitte le Prêcheur. Alors, il faut savoir que la route côté Caraïbes s'arrête au Prêcheur. La route côté Atlantique démarre à Grand-Rivière. Oui, exactement. Ça, voilà, oui, d'accord. Ce qui donne l'occasion d'une très belle randonnée, la randonnée Prêcheur-Grand-Rivière, qui dure 5 heures à faire avec un guide de randonnée. Plus de route du tout, en effet. Exactement. Oui. Mais ça vous permet de passer à travers de nombreux paysages, passer sous des grottes, une petite traversée en canot, de découvrir la faune et aussi la végétation très abondante. Arrivé à Grand-Rivière, village de pêcheurs, on est un petit peu coupé du monde. C'est vraiment la dernière ville de la Martinique. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Où il fait bon vivre, c'est un espace pour se reposer, pour se détendre. On a la rivière avec son eau fraîche, pour ceux qui ont envie d'un rafraîchissement, et aussi ces très bons restaurants, comme le mythique restaurant chez Tante Arlette. Alors après, quand on redescend, cette fois c'est la Nationale 1, hein. On passe par Basse-Pointe, le Lorrain, le Mango, Sainte-Marie, la Trinité, jusqu'à l'entrée justement de la fameuse presqu'île de la Caravelle. C'est une toute autre côte là, ça évidemment c'est la côte est, ça. C'est la côte atlantique, effectivement. La presqu'île de la Caravelle, donc c'est là où on peut vraiment apprécier toute la diversité de la Martinique en termes de végétation. On a énormément d'espèces endémiques. Et la diversité en Martinique est 3 fois plus importante que sur l'Hexagone, sur un territoire qui est 500 fois plus petit. C'est assez impressionnant et ça permet de constater que la Martinique est vraiment un joyau aussi bien en termes de faune, de flore, mais aussi par sa population qui sera ravie de vous faire découvrir cette presqu'île avec des guides ou avec des habitants, avec des locaux. Alors le temps passe, François Joc, et je ne voudrais pas trop frustrer certains de nos auditeurs. Et déjà tout à l'heure Thibaut a dit, mais rassurez-moi, vous allez quand même parler du rhum. Évidemment qu'on va parler du rhum. Hein. On arrive à la presqu'île et juste à côté nous avons Sainte-Marie, et la ville de Sainte-Marie héberge le musée du rhum et de la distillerie Saint-James, qui donne aussi l'occasion au début décembre chaque année à la fête du rhum. Et donc c'est une très belle habitation typique coloniale à visiter. Vous avez également l'habitation Clément au François, beaucoup plus au sud, à découvrir. Et la fondation Clément vient d'ouvrir récemment et permet de donner une vision de l'art moderne caribéen, contemporain caribéen, en Martinique. C'est vraiment un très beau lieu à visiter. Alors, évidemment, toutes les distilleries, ça fait comme à la Guadeloupe, toutes les distilleries se visitent. Hein. Vous êtes très bien reçus. D'ailleurs, ça fait comme dans les comme la route des vins, mais la route des rhums. C'est ce que je voulais dire. On a 7 distilleries en activité en Martinique et 4 habitations spécialisées dans le vieillissement du rhum agricole. Le rhum agricole, le martiniquais est le seul à avoir une appellation d'origine contrôlée. Il répond à un cahier des charges très strict. Et malgré cela, il sait évoluer avec le temps. Le rhum bio est maintenant créé par la distillerie Naisson. Et on va fêter cette année les 20 ans du rhum AOC, de l'appellation AOC pour le rhum martiniquais. À consommer avec modération, bien entendu. Mais la vraie recette du punch est quand même une chose merveilleuse. Moi, j'ai la chance de l'avoir, évidemment, inutile de vous dire. C'est tout un travail, hein, ça se fabrique, le punch, mais c'est... Elle est innée pour un Martiniquais. Mais il y a ceux qui l'apprennent et ceux qui l'ont dans le sang, c'est ce que je peux dire. Alors, malheureusement, comme il est déjà 15h28, nous n'allons pas avoir le temps d'aller tellement dans le sud. Il faut que vous nous disiez ce que nous manquons, quand même, François Joc. Qu'est-ce qu'il faut voir dans le sud de l'île? Dans le sud, ce qu'il ne faut pas rater, c'est bien sûr les plages des Salines, la plage des Salines, oui. Et également la plage de la Pointe-Marin, pour ceux qui aiment le
le sable blanc qui contraste avec le nord. C'est indispensable. Oui. Et puis alors on pourrait parler de toutes les traditions, notamment le tissu là, le madras. Le madras. Hein. C'est l'occasion en plus de le retrouver pendant les jours qui vont suivre. Le carnaval commence maintenant, samedi. Samedi, premier jour du carnaval, on rentre dans ce qu'on appelle en Martinique la semaine grasse. Et chaque jour, des festivités, des costumes différents. Les jours les plus importants sont marqués par le lundi, mariage burlesque, le mardi gras, par le diable rouge. Tout le monde est habillé en rouge dans les rues de Fort-de-France. Ah oui? Oui, pour célébrer le roi du carnaval, Vaval. Et le roi, malheureusement... Mais qui va défiler sur une sorte de char, c'est ça? Exactement, oui. C'est quand ça donc là, pour le Mardi Gras? Ça commence samedi, donc il y a Mardi Gras, ce mardi qui arrive. Malheureusement, ce roi va mourir, on le sait déjà, le mercredi décembre, et toute la population sera habillée en noir et blanc. Ah bon, alors... Couleur du deuil en Martinique. Pour l'accueil du roi du carnaval, on est en rouge et ensuite on célèbre d'abord son mariage le lundi. On supprime les couleurs en fait. Ensuite en rouge et ensuite couleur de deuil. Ah mais écoutez, c'est une belle tradition. J'espère que certains de nos auditeurs qui nous écoutent à la Martinique vont pouvoir participer à ça a lieu dans tous les... C'est où exactement? Ça se passe à quel endroit? Alors le carnaval commence début janvier dans différentes communes de la Martinique et ensuite le cœur du carnaval, semaine grasse à Fort-de-France. Formidable. Merci beaucoup François. Merci à vous. Vous nous avez fait voyager, rêver, c'était parfait.